Pendant des millénaires, aux côtés des conquérants et des soldats, une silhouette discrète a marché sans faire de bruit. Une ombre fidèle qui a partagé nos triomphes et nos défaites, nos espoirs et nos plus grandes détresses. Elle a traversé les âges, du fond des arènes antiques jusqu'au cœur des jungles les plus hostiles, sans jamais faillir. Cette ombre, ce n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'un chien. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous suivre pour une épopée hors du commun, une plongée dans les coulisses oubliées de la grande histoire. Une histoire où le héros a 4 pattes et un cœur immense. Nous allons remonter le temps ensemble, découvrir des récits enfouis, des missions secrètes et des actes de bravoure qui ont changé le destin des hommes. Préparez-vous à vivre un voyage émouvant et inattendu où vous ne verrez plus jamais votre compagnon canin de la même manière. Accrochez-vous, notre périple commence maintenant, au moment où la première alliance entre l'homme et le chien s'est scellée dans le feu et le sang des premiers champs de bataille. Imaginez un monde de poussière et de soleil où les premiers empires dessinaient les frontières de l'histoire avec le fer et le sang. C'est là, bien avant que les drapeaux ne claquent au vent, qu'une alliance aussi ancienne que mystérieuse a vu le jour, une alliance qui ne fut pas scellée entre les hommes, mais entre l'homme et le loup qu'il avait apprivoisé. Dans la fournaise des premiers champs de bataille, une nouvelle arme stratégique est née, une arme vivante dotée de crocs et d'une loyauté sans faille. Remontons le cours du Nil jusqu'aux terres des pharaons. Loin des simples représentations, les chiens de l'Égypte ancienne étaient des instruments de puissance. Parmi eux, une race se distinguait, le Tessem, que l'on surnommait le chien léopard en raison de sa robe tachetée et de sa silhouette élancée. Ces animaux, d'une agilité remarquable, n'étaient pas de simples compagnons de palais, ils accompagnèrent les armées dans leur expédition périlleuse en Nubie. Leur mission était celle de l'éclaireur, de la sentinelle, leur sens. Aiguiser une vue perçante, capable de discerner le mouvement à une distance prodigieuse, et une ouïe qui captait les moindres chuchotements. Du désert devançaient de loin les capacités des soldats. Ils étaient les yeux et les oreilles de Pharaon dans l'immensité hostile, transformant l'inconnu en territoire contrôlé. De l'autre côté de la Méditerranée, la machine de guerre romaine, dans son génie organisationnel, n'a rien laissé au hasard, pas même. L'utilisation des chiens, les légions, ne se contentaient pas d'un unique type de molosse. Leur approche était déjà une science militaire. Ils élevaient et dressaient des lignées spécifiques, les Kens Punias, les chiens de combat, en les spécialisant selon leurs aptitudes naturelles. Certains massifs, aux mâchoires surpuissantes, étaient des brise-lignes, lâchés dans la mêlée. Leur seule apparition, une masse de muscles et de furie hérissée de colliers à pointe, semait un chaos indescriptible. Dans les rangs ennemis, ils cassaient les formations, ouvrant des brèches que les légionnaires n'avaient plus qu'à exploiter. Mais la véritable innovation romaine résidait peut-être dans l'emploi d'une autre catégorie de chiens, plus légers, plus rapides, des ancêtres de nos lévriers actuels. Leur force n'était pas dans l'affrontement direct, mais dans la vitesse et l'élégance tactique. Ils étaient dévolus à la reconnaissance rapide, capables de s'engouffrer dans les terrains accidentés et de rapporter des informations cruciales sur les mouvements adverses. Ils servaient aussi de chiens de poursuite, traquant sans relâche les fuyards ou les espions qui tentaient de s'échapper. Cette dualité, le chien lourd et le chien léger, démontre une
compréhension sophistiquée de la polyvalence du chien sur le champ de bataille, il n'était plus un simple animal de combat. Il devenait un multiplicateur de force, un capteur biologique, un élément flexible dans l'ordre de bataille. Ces exemples, pourtant séparés par des continents, racontent une même histoire, celle d'une reconnaissance précoce, des qualités uniques du chien. Il n'était pas seulement une bête féroce que l'on lançait sur l'ennemi, il était un atout tactique dont les sens supérieurs et les capacités physiques étaient intégrés dans une stratégie d'ensemble. L'intelligence de ces civilisations anciennes fut de comprendre que pour dominer le champ de bataille, il fallait s'allier avec les forces de la nature. Ils n'ont pas domestiqué le chien pour la guerre, ils ont canalisé une alliance primitive vers un objectif militaire posant les fondations d'une collaboration qui allait traverser les siècles. Et tandis que les empires de pierre et de marbre s'effondraient les uns après les autres, faisant place à de nouvelles ères de violence et de bouleversement, le destin du chien de guerre allait connaître une métamorphose aussi radicale qu'inattendue. Des siècles d'obscurité et de silence l'attendaient avant une renaissance qui le verrait revenir sous une forme nouvelle, non plus comme un guerrier en armure, mais comme l'ange gardien des hommes perdus dans la boue et le fracas des armes à feu. La chute de Rome n'a pas sonné le glas du chien sur les champs de bataille, bien au contraire. Elle a ouvert une page nouvelle, plus sombre et plus personnelle, celle du guerrier à quatre pattes. Imaginez maintenant un monde de forêts, profonde de brumes tenaces et de châteaux forts qui grimpent vers le ciel. Nous sommes entrés dans l'ère du chaos organisé, du combat rapproché et de la loyauté féodale. Et dans ce monde rugueux, le chien a endossé un rôle qui marquera à jamais les mémoires. Celui du combattant cuirassé, l'ombre du chevalier, au cœur de la mêlée médiévale, où le métal heurtait le métal dans un vacarme assourdissant. Une nouvelle terreur faisait son apparition. Le matin de guerre, ces chiens souvent des ancêtres de nos dogs et mastifs modernes n'étaient plus de simples auxiliaires. Ils étaient des armes vivantes, délibérément conçues pour le choc et l'effroi. On les revêtait de caparaçons de tissu ou de cuir parfois, renforcés de plaques de métal et de pointes acérées destinées à blesser l'ennemi ou les chevaux. Leur mission était aussi simple que redoutable, être lâchés dans la cohue des combats pour semer le désordre. Ils se jetaient sur les jarrets des chevaux, faisant chuter les cavaliers, lourdement armés rendus vulnérables une fois à terre. Ils attaquaient les fantassins, visant les jambes et les bras non protégés, brisant les formations et créant des ouvertures que les hommes d'armes exploitaient. Leur présence était une tempête de crocs et de furie au service de leur seigneur. Mais la valeur de ces animaux transcendait leur seule utilité sur le champ de bataille. Elle était si profondément ancrée dans la société de l'époque qu'elle fut inscrite dans la loi. Au XIIIe siècle, au pays de Galles, un code législatif visionnaire, le code de Highwell, TDA, définissait avec une précision remarquable la valeur des choses et des êtres. Et dans ce code, une disposition étonnante concernait le chien de guerre, le milgi. Sa valeur légale était placée sur un pied d'égalité avec celle d'un cheval de guerre. Cela signifie que si quelqu'un tuait ou volait le chien de guerre d'un seigneur, la compensation à verser le calanas était exactement la même que s'il avait tué son destrier. Ce n'était pas une simple amende. C'était la reconnaissance officielle que ce chien n'était pas un animal de compagnie, mais un bien stratégique, un équipement militaire aussi précieux et coûteux
qu'un cheval essentiel à la puissance et à la sécurité de son propriétaire. Son statut était ainsi gravé non seulement dans les chroniques, mais dans le marbre de la loi. Pourtant, le rôle du chien ne se limitait pas à la fureur des batailles en rase campagne, dans l'ombre des donjons et le long des remparts. D'autres missions, plus discrètes, mais tout aussi vitales, leur étaient confiées. Des chiens plus agiles, souvent des lévriers ou des races de type terrier, étaient utilisés comme gardiens des places fortes. Leur ouïe fine et leur instinct territorial en faisaient des systèmes d'alarme bien plus fiables que n'importe quelle sentinelle humaine. Surtout, pendant la nuit, ils patrouillaient les cours, surveillaient les passages secrets et pouvaient être lâchés à la poursuite d'un espion ou d'un assassin s'introduisant dans la forteresse. Leur fidélité absolue en faisait les gardiens du sommeil de leur maître, un dernier rempart entre le danger et l'intimité des appartements seigneuriaux. Ainsi, du fracas des grandes batailles au silence des couloirs de Pierre le chien du Moyen-Âge était partout. Il était la force brute qui terrassait le chevalier, le bien précieux que la loi protégeait et le gardien vigilant qui veillait dans l'obscurité. Il était devenu dans toute sa complexité le compagnon d'armes, indissociable du guerrier médiéval, partageant sa vie, ses dangers et son honneur. Mais le temps est un fleuve impitoyable et les modes de la guerre évoluent. La poudre à canon, lentement, va commencer à gronder à l'horizon, annonçant un changement de paradigme qui semblait devoir reléguer notre guerrier à 4 pattes au livre d'histoire. La guerre allait se faire à distance, se rigidifier, devenir une affaire de lignes de discipline et de fumée. On pouvait croire, en regardant les armées s'aligner avec une précision géométrique, que le temps du chien de guerre était révolu, qu'il n'avait plus sa place dans cette nouvelle danse macabre et ordonnée. C'était sans compter sur la résilience de cette alliance millénaire qui allait simplement entrer dans une phase de sommeil, attendant l'étincelle qui, des siècles plus tard, dans la boue et l'acier des tranchées, allait la réveiller plus forte et plus nécessaire que jamais. Le fracas des armures, sais-tu, les lourds matins de guerre, jadis couverts de plaques de métal, ont été dévêtus de leur carapace. Nous entrons maintenant dans une période énigmatique, un long intermède que l'on pourrait appeler le Grand Silence. Du XVIIe au XIXe siècle, la phase de la guerre se transforme de manière radicale et dans cette métamorphose, le chien de combat semble progressivement s'effacer comme un fantôme relégué aux livres d'histoire ancienne. Imaginez ces champs de bataille nouveaux où les armées s'alignent avec une précision presque géométrique, où l'uniforme remplace l'armure et où le sort des nations se joue désormais à la portée du mousquet et du canon. La révolution militaire est en marche et elle semble ne pas laisser de place à notre vieux compagnon d'armes. La guerre devient une affaire de discipline, de fer, de formation serrée de salve, coordonnée. La puissance de feu collective prime sur la vaillance individuelle et la logistique prend une ampleur sans précédent dans ce nouveau théâtre que viendrait faire un chien. Son impétuosité, sa furie contrôlée, qui faisait merveille dans la mêlée chaotique du Moyen-Âge, devient un handicap sur un champ de bataille où chaque mouvement est calculé, où le désordre est synonyme de défaite. Il est perçu comme une variable incontrôlable, un élément de chaos dans un système qui se veut parfaitement ordonné. Le guerrier à 4 pattes si précieux jadis est progressivement mis à l'écart, considéré comme une relique d'un passé révolu, un anachronisme vivant. Pourtant, affirmer qu'il a totalement disparu serait une erreur. Son retrait des premières lignes est, certes massif,
mais son héritage persiste dans les marges, dans les interstices de la guerre nouvelle, loin des grandes batailles rangées qui, captivant les historiens, le chien trouve une place résiduelle mais bien réelle. Dans les campagnes, il reste le gardien indispensable des campements protégeant les vivres et les munitions des maraudeurs et des pillards. Son instinct territorial qui servait les donjons se recyclent pour sécuriser les arrières des armées. Certaines unités légères, les hussards, les dragons en charge de la reconnaissance et du harcèlement pouvaient encore emporter avec eux des chiens pour la chasse au petit gibier complément précieux pour une subsistance souvent précaire en territoire ennemi. Il ne s'agit plus de guerre, mais de survie. Et dans ce domaine, le chien n'a jamais cessé d'être un partenaire, mais au-delà de ses rôles utilitaires, discret, une idée nouvelle commence doucement à germer dans l'esprit de certains esprits visionnaires. Une idée qui va préparer le terrain pour le retour en force du siècle suivant. Et si la véritable valeur du chien dans la guerre moderne n'était pas finalement dans sa gueule, mais dans ses sens, cette question posée à mi-voix constitue le véritable fil conducteur de ce grand silence. On commence à observer, à étudier. On remarque son ouïe bien supérieure à celle de l'homme capable de percevoir un bruit de pas à une distance prodigieuse. On s'émerveille devant son odorat, cette capacité à discriminer une infinité de senteurs dans un même souffle d'air. Sa vision nocturne, son instinct, sa discrétion naturelle. Autant de qualités qui, dans la guerre, d'embuscade et de renseignement, pourraient s'avérer bien plus précieuses que la simple force siècle des Lumières qui résonne et qui classe, pose les bases scientifiques de ce qui deviendra bien plus tard la cynophilie militaire moderne. Ce n'est plus l'animal de combat que l'on regarde, c'est l'être vivant, doté de capacités sensorielles exceptionnelles. Ce grand silence n'est donc pas une absence, mais une gestation. C'est une lente maturation, une période où le lien se réinvente dans l'ombre, où l'on passe progressivement de la conception du chien comme arme à celle du chien comme censeur, comme extension des perceptions limitées du soldat. C'est cette idée patiente et révolutionnaire qui va couver sous la cendre pendant des décennies. Elle attend son heure, attendant le choc tectonique qui va briser l'ordre ancien des batailles et créer les conditions de sa renaissance. Cet événement fondateur, ce sera la Grande Guerre, lorsque les millions d'hommes s'enfonceront dans les entrailles de boue des tranchées. Ils découvriront un enfer pour lequel ils n'étaient pas préparés, un enfer où la vue ne sert à rien, où l'ouïe est trompé par le vacarme permanent, un enfer qui sent la mort et la pourriture. Et c'est dans cet univers sensoriel déréglé, dans cette obscurité, tant physique que morale, que l'idée va faire explosion. Le chien, avec son odorat, sa capacité à se faufiler, va devenir soudainement non pas une option, mais une nécessité vitale. Le grand silence est sur le point de se briser dans le fracas des obus pour donner naissance à une nouvelle légende, celle du chien des tranchées. Le monde ne s'est pas relevé. À peine remis de l'horreur des tranchées, il plonge dans un nouveau conflit d'une ampleur et d'une brutalité inédite. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale qui se joue sur tous les fronts, dans les airs, sur les mers, dans les déserts brûlants et les jungles étouffantes. Et dans cette gigantesque machinerie, le chien, soldat forgé dans la boue de 14-18, va devoir évoluer, se spécialiser, devenir une ombre multiforme et indispensable. Il n'est plus le messager ou le sauveur. Il devient un fantôme, polyvalent, un spécialiste de l'ombre, dont les missions se diversifient avec une effrayante ingéniosité. Imaginez maintenant l'immensité du front de l'Est,
où les armées blindées s'affrontent dans des chocs titanesques. Dans ce contexte désespéré, l'armée rouge, à court de moyens, anti-char efficace, va imaginer l'une des utilisations les plus terribles et controversées de l'histoire du chien de guerre. Le concept est d'une simplicité macabre, transformer le chien en mine anti-char vivante. Les chiens, souvent des bâtards affamés, étaient entraînés à se glisser sous les chars en trouvant leur nourriture sous le ventre des blindés. Sur le champ de bataille, on les affamait, on les équipait d'un harnais sur lequel était fixée une charge explosive déclenchée par un long levier vertical. Lâchés en vague face aux panzers allemands, ils étaient censés courir se réfugier sous leur cible, actionnant le levier et se sacrifiant dans l'explosion. Mais la réalité fut un cauchemar. Tactique et éthique, les chiens étaient entraînés avec des chars soviétiques à l'arrêt et au moteur, éteints sur le champ de bataille. Le bruit assourdissant, l'odeur du carburant et la conception différente des chars ennemis les désorientaient complètement. Beaucoup paniqués revenaient vers leur propre ligne, se glissant sous les véhicules soviétiques et causant des pertes terribles. D'autres fuyaient, simplement refusant ce suicide forcé. Ce programme désespéré, symbole d'une cruauté née de la détresse, fut heureusement un échec et fut largement abandonné, laissant une tache sombre dans l'histoire militaire. Mais cette sombre parenthèse ne doit pas occulter les milliers d'autres chiens qui ont servi avec un héroïsme et une efficacité remarquables sous d'autres cieux. Prenons de l'altitude et regardons vers la Normandie à l'aube du 6 juin 1944. Ce jour-là, les soldats alliés ne débarquent pas seuls. Dans le ventre des planeurs et des barges de débarquement, des centaines de chiens sont à leur côté. Ils font partie intégrante du plan. Parmi eux, un berger allemand du nom de Bingson. L'histoire est emblématique de ce nouveau rôle. Bing fut parachuté, oui, parachuté, avec le 13e bataillon, parachutiste britannique. Son planeur s'écrasa à l'atterrissage, le laissant coincé dans l'épave. Miraculeusement, secouru par les soldats, il ne perdit pas un instant. Sa mission débuta immédiatement, poser des lignes téléphoniques vitales entre les unités dispersées et isolées sous un feu ennemi des plus nourris. Son calme et son obéissance sous les tirs permirent de rétablir des communications essentielles au milieu du chaos du débarquement. Pour sa bravoure, Bing reçut lui aussi la médaille Deakin, devenant un héros à part entière de la libération. Son casse n'était pas isolé. Partout, les chiens démontraient une polyvalence précieuse. Sur le front du Pacifique, dans la jungle impénétrable, ils devenaient les sentinelles ultimes. Les chiens sentinelles patrouillaient avec les guetteurs humains, leur ouïe et leur odorat, capables de détecter l'ennemi à des centaines de mètres à travers la végétation dense, donner l'alerte bien avant que les soldats ne perçoivent le moindre danger. Un grognement, un poil hérissé dans le silence de la nuit suffisait à prévenir d'une infiltration imminente et à sauver des vies. Ils étaient le système d'alarme biologique le plus fiable dont disposaient les troupes. D'autres étaient formés au déminage, apprenant à flairer l'odeur des explosifs, une compétence qui allait devenir centrale dans les conflits futurs. La Seconde Guerre mondiale a ainsi transformé le chien en soldat fantôme. Il n'était plus cantonné à une seule tâche. Il était parachutiste, poseur de lignes sentinelles, démineur. Il opérait dans l'ombre, exploitant ses sens naturels pour pallier les limites de la technologie et de la perception humaine. Il était
partout et nulle part à la fois, un atout tactique flexible et précieux, dont la présence discrète pesait lourd dans la balance. Il avait prouvé qu'il pouvait s'adapter à tous les terrains, à toutes les formes de combat. Pourtant, la plus grande épreuve pour cette alliance millénaire restait à venir, un conflit où la guerre n'aurait plus ni ligne de front, ni uniforme un. Conflit où l'ennemi serait invisible, se confondant avec la population et la jungle elle-même. La guerre du Vietnam allait pousser le concept du soldat fantôme à son paroxysme, transformant le chien en une véritable extension sensorielle du soldat dans une danse mortelle où le silence serait la seule arme